Et voilà, les vacances, c'est fini, sniff, sniff. Mais non, vive la rentrée. Une rentrée d'ailleurs comme on les aime, hein, pleine de gros dossiers bien lourds, à commencer par celui qu'on n'est pas prêt de voir un jour classer, nos retraites. Le 22 septembre, on vote à nouveau, et cette fois sur la réforme de la LPP, la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. Autrement dit, le deuxième pilier, celui qu'on ne touchera pas tous, comme les indépendants et les femmes au foyer, ou pas beaucoup, comme les petits revenus et les temps partiels, souvent des femmes aussi, entre nous soit dit. Et c'est pour corriger tout ça et assainir les caisses aussi, bien sûr, que le gouvernement nous propose de revoir maintenant la copie, applaudie par la droite, le centre et les fêtières patronales, pendant que la gauche et les syndicats disent au contraire pas du tout. Ce projet de réforme n'aidera pas les plus faibles et pénalisera tout le monde, ou presque. Alors qui croire, hein? Qui nous ment? C'est bien ce qu'on aimerait savoir, d'autant que les chiffres des uns et des autres aujourd'hui, eh bien, on a de la forte raison de s'en méfier depuis l'erreur d'estimation relative aux prévisions de l'AVS par la Confédération et les annonces erronées dans l'autre camp des syndicats concernant la baisse des rentes pour la LPP. À qui peut-on encore se fier dans notre belle démocratie helvétique pour voter? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à tous nos invités autour de cette table. Grand plaisir de recevoir aujourd'hui pour cette rentrée Céline Amoudru. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de l'UDC Suisse, évidemment aussi conseillère nationale genevoise, et vous siégez notamment à la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé, The Commission pour parler assurance sociale. Nicolas Balder, bienvenue. Bonjour. Autre conseiller national et autre vice-président d'un parti national, les Verts. C'est vous justement qui venez de déposer recours auprès du tribunal fédéral contre la votation sur l'AVS, entrée en vigueur cette année. On a été trompé sur les chiffres, il faut revoter. Dites-vous, Benjamin Reduit, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints du Valais. Vous êtes conseiller national du parti Le Centre, valaisan évidemment, et membre également de l'éminente Commission de la Sécurité sociale et de la Santé. Et enfin, Mathilde Mottet. Bonsoir. Ravie de vous recevoir. Vous êtes la coprésidente des Femmes socialistes suisses, autrice de l'autre recours contre la votation sur l'AVS. Même argument que les Verts. Les Suisses ont été trompés par des chiffres bien trop alarmistes et ce sont les femmes, les premières, qui trinquent en travaillant désormais une année de plus s'il faut tout annuler. Vous êtes également élu municipal en Valais, dans la commune de Montet. Alors on commence tout de suite par la LPP, le deuxième pilier. On vote donc dans un mois et on ne comprend rien. Céline Amoudru, qui perd, qui gagne dans cette histoire? Expliquez-nous tout. Je crois que dans la vie, on aimerait tous gagner tout le temps, mais la réalité des choses et de la vie fait que des fois, on doit savoir donner pour mieux reprendre. Je crois que ce qui est important de réaliser, c'est qu'en Suisse, aujourd'hui, le système des retraites, et donc des piliers que nous connaissons, il est envié par tous les autres pays. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'assurer de la bonne continuité de nos trois piliers, à savoir le premier pilier, l'AVS, le deuxième pilier, la LPP dont nous allons aborder, et le troisième pilier. Et dans ce deuxième pilier, alors nous avons effectivement une réforme sur laquelle nous allons nous prononcer le 22 septembre, et pour moi, je la soutiens. Évidemment qu'il y a quelques défauts, mais comme dans toute réforme, ça s'appelle un consensus, eh bien, c'est de permettre aux personnes, et tout particulièrement aux femmes qui travaillent à temps partiel, de pouvoir cotiser, ce qui veut dire elles cotisent, mais aussi l'employeur cotise. Ça permet aux personnes qui multiplient les petits emplois de pouvoir un jour pouvoir bénéficier d'une retraite du deuxième pilier, ce qui est aujourd'hui pas possible. Et surtout, un argument qu'on oublie, qui concerne aussi bien les femmes que les hommes, c'est les personnes plus âgées qui aujourd'hui ont des fois du mal à retrouver une activité. Pourquoi? Parce que le taux actuel est 18%, et souvent les employeurs ils considèrent que ce taux de 18% est trop cher, et aujourd'hui, il sera pour tout le monde le même à partir de 45 ans, à savoir de 14%. Et donc là, il y a vraiment une avancée qui me semble importante. Évidemment, que le taux de coordination qui passe de 6,8 à 6 blesse certains. C'est vrai, c'est regrettable. On aimerait pouvoir avoir plus que 6,8, mais il faut réaliser qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps et que de ce fait, il faut des fois voir et trouver des solutions. Alors une réforme justement qui aide les femmes, d'ailleurs Alliance F, la fêtière féministe, soutient aussi cette réforme. Mathilde Mottet, et vous non. Pourquoi ?
Mais parce que je ne pense pas que cette réforme, elle profite à toutes les femmes. La réforme, elle profite surtout à certaines femmes qui sont aisées, qui ne sont pas touchées justement par le minimum légal qui est changé par cette réforme. Et elle profite aux banques et aux assurances parce que les cotisations salariales ces dernières années, elles n'ont fait que augmenter, alors que les rentes, elles n'ont fait que descendre. Et la réforme de la LPP 21 va exactement dans la même direction. Peut-être pour répondre précisément à cette question, est-ce que ça profite aux femmes ou non, il faut regarder les deux mesures principales de la réforme LPP 21. La première, c'est cette baisse du taux de conversion. Le taux de conversion, détermine le montant de notre capital vieillesse qu'on touchera par année. Et quand on le baisse, ça veut dire que tout le monde va toucher moins de rente pour son capital vieillesse que les personnes ont épargné toute leur vie. La deuxième mesure phare, c'est la hausse des cotisations. Comment ? C'est parce qu'on change la manière de calculer ces cotisations. Aujourd'hui, actuellement, on a un seuil d'accès à 22 000 francs. Ça veut dire qu'on doit avoir chez un seul employeur un salaire minimum de 22 000 francs pour pouvoir cotiser à la LPP. Et ça, ce qui va changer, c'est que maintenant, on va calculer en fonction de 20%, on va calculer les cotisations à 20% du salaire AVS. Ça, en tant que tel, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que des personnes qui, justement, travaillent à temps partiel, des personnes qui ont des bas salaires, elles pourront avoir un deuxième pilier. Mais, dans le cas actuel, c'est pas une bonne chose parce que c'est combiné à une baisse des rentes par cette mesure de baisse du taux de conversion, parce qu'on a un niveau de vie actuel, enfin on a des salaires réels qui font que de baisser ces 3 dernières années, et du coup quand on augmente les cotisations à jusqu'à 3 200 francs jusqu'à 2 400 francs chez certaines personnes par année, ça a un impact direct sur le niveau de vie, sur la façon dont on va finir les fins de mois. Est-ce que vous avez des cas types ? Est-ce que vous avez des cas types, je ne sais pas, moi, d'une femme, justement, qui travaillerait dans l'enseignement ou comme infirmière à temps partiel ? Est-ce que, justement... Peut-être c'est un peu la question piège, mais on aimerait se rendre compte de ce qu'on gagne, de ce qu'on perd, parce que vraiment, la confusion est totale. Alors, j'ai l'exemple concret ici d'une personne qui travaille dans une crèche, une assistante socio-éducative qui a 49 ans. Il faut savoir que les personnes à partir de 50 ans, cette génération transitoire, c'est les personnes qui vont souffrir le plus de cette réforme. Cette personne-là, elle touche en moyenne 5 400 francs par mois. Pour elle, ça veut dire qu'elle va elle va devoir payer 100 francs de plus par mois en cotisation. Par contre, elle va recevoir 127 francs de moins de rente par année. Et du coup, quand on fait le calcul, on voit qu'on a une perte nette. Et ça, quand on regarde l'ensemble des cotisations qui vont être payées et l'ensemble des rentes qui vont être touchées, c'est une perte nette qu'on retrouve très clairement pour toutes les personnes. Enfin, pas pour toutes les personnes individuellement, mais dans l'ensemble, oui. Mais Benjamin Redu, c'est quand même un peu le but de la réforme, c'est d'abord d'assainir les finances, le financement justement de ces retraites. Et avec un taux de conversion effectivement qui baisse, comment est-ce que toutes les rentes ne peuvent pas baisser in fine ? Alors, c'est vrai que c'est l'un des objectifs à long terme de pouvoir assurer les rentes avec le financement du deuxième pilier. Mais vous savez, la baisse de ce taux de conversion ne concerne quasiment personne. Actuellement, la moyenne pour les caisses de pension de Suisse de taux de conversion, c'est 5,4%. Personnellement, j'ai 5,3%. Je vous invite cet après-midi à appeler votre caisse de pension et à demander quel est le taux de conversion. Ça, c'est une première chose. Alors, on peut se poser la question, mais alors pourquoi le baisser ? Eh bien, parce qu'on voit très bien que ça ne correspond pas à la réalité des intérêts de placement que l'on exige de la part du deuxième pilier. Je suis tout proche de la retraite et j'ai calculé ce que j'avais cotisé et ce que je vais recevoir, c'est-à-dire quel est mon avoir de vieillesse. Il a été multiplié par 3. Et ça, c'est le cas pour l'ensemble de la population suisse, à l'exception des temps partiels. Vous êtes indépendant, vous êtes salarié ? Je suis salarié, bien sûr. Là, je parle des salariés. Donc, on demande aux caisses de pension de fructifier nos cotisations, de les multiplier par 3 ou 4. Et puis, on s'aperçoit qu'elles réussissent cet exercice, mais avec de plus en plus de difficultés, parce que ce taux de conversion de 6,8% ne correspond à plus rien du tout. Je vous rappelle qu'il a été baissé il y a 20 ans, en 2005, de 7,2% à 6,8%. C'était déjà un premier correctif. Donc ça, je crois que c'est un premier élément important qu'il faut mettre sur la table. Non, nos rentes ne vont pas baisser en raison de la baisse de ce taux de conversion.
on parle de 85% de personnes qui ne sont pas concernées. Alors vous allez me dire, et les 15%? Eh bien, ce sont les personnes qui travaillent dans des secteurs où l'on est très proche du minimum obligatoire, gastro par exemple, les coiffeurs ou coiffeuses, les bouchers et artisans, qui sont vraiment à la limite. Alors bien sûr, là, il y aura une application directe. Mais les caisses de pension elles-mêmes, eh bien, vont faire le travail pour éviter que cette répercussion de la hausse de cotisations salariales pour les employeurs et pour les employés aussi, eh bien, ne jette des gens dans la rue. On peut très bien comprendre cela avec le fonds de garantie qui est prévu notamment pour financer la génération transitoire. Madame Mottet a parlé tout à l'heure d'un exemple à 49 ans. Il faut savoir que de 50 ans à 65 ans, il y a une compensation, d'ailleurs c'est un effort important à des employeurs, une compensation pour éviter, justement pour ce type de caisse, eh bien, la perte... Une compensation que le Parlement a divisée par deux, Enfin, dans les années de, justement... Et heureusement, pourquoi ? Parce que dans la proposition du soi-disant partenariat social entre la gauche et uniquement le centre patronal roman, il était prévu d'arroser tout le monde, le 100%. Or, le 50% des assurés aujourd'hui ont des avoirs de vieillesse supérieurs à 441 000 francs. C'est au-delà du maximum du capital que vous pouvez retirer si vous êtes soumis aux conditions obligatoires. Donc ce 50%, on n'en avait pas besoin. C'est 1 milliard de différence où le Parlement a dit non, on ne va pas donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Par contre, et cela a été déjà dit au début de ce débat, pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont à temps partiel, qui ont des petits revenus, et là je m'inscris en faux contre ce qui a été dit, comme quoi c'était les femmes aisées qui allaient bénéficier de cette réforme, je parle bien des petits revenus, des temps partiels et du cumul des petits jobs, ces personnes qui aujourd'hui ne cotisent pas ou ne cotisent pas suffisamment, elles vont pouvoir le faire avec des compensations pour, si vous vous situez entre 50 ans et 65 ans, parce que vous ne pouvez pas le rattraper, et puis ce sont principalement les femmes qui sont concernées. Et les chiffres là sont irréfutables. C'est 395 000 personnes qui sont concernées par ces mesures-là, dont 275 000 femmes. Là, il n'y a pas besoin de contester ces chiffres. À ce jour, ils nous ont été prouvés comme fiables. Et la classe moyenne, Nicolas Walder, justement, est-ce qu'elle perd, est-ce qu'elle gagne ? Non, la classe moyenne va payer plus de cotisations pour des rentes qui seront soit les mêmes, soit baissées. Ça dépend aussi de l'âge de la personne maintenant et des années de cotisation. Donc, on est clair, avec une baisse du taux de conversion, il y a plus de rentes, plus de cotisations pour moins de rentes. C'est bien l'objectif. On parle d'assainissement des caisses. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment connaissance de beaucoup de caisses qui aujourd'hui ont besoin d'être assainies. Elles ont augmenté ces 15 dernières années leurs réserves massivement. Et même d'ailleurs, il y a même des groupes de caisses qui s'opposent à cette réforme, disant clairement que leur caisse et leur gestion est aujourd'hui saine et que les conséquences de l'augmentation de l'âge des personnes assurées est déjà pris en compte. Donc il n'y a déjà pas d'urgence pour assainir. Bien sûr, on peut discuter pour encore réduire les coûts, mais l'objectif était de cette réforme d'intégrer dedans l'objectif même de l'introduction du deuxième pilier en Suisse, c'était d'assurer à toute la population de pouvoir maintenir son niveau de vie une fois arrivé à la retraite. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, oui, il y a les bas salaires, il y a les personnes qui cumulent plusieurs emplois, mais il y a aussi toutes les personnes de ce qu'on appelle en bon français le care, c'est-à-dire ces personnes qui travaillent sans salaire. On pense bien sûr avant tout aux mères ou aux pères au foyer, mais on pense aussi aux personnes qui s'occupent des proches aidants. Eh bien, il y avait une promesse et il y avait un plan de solidarité dans le premier projet qui permettait de tenir compte de ces personnes-là et de ces années-là
pour finalement augmenter les rentes de ces personnes. Aujourd'hui, cette part a été totalement oubliée. Ce qui fait qu'il y a une part de la population qui tombe aujourd'hui totalement à côté de ce deuxième pilier et que le Parlement n'a pas fait son travail en finalement sortant cela du deuxième pilier. Et effectivement, on offre la possibilité aux bas salaires de cotiser, mais on n'améliore pas leurs conditions. Et j'aimerais revenir aussi sur la transition pour les personnes de 50 ans et plus. Oui, il y a un plan qui est prévu de transition qui permet finalement d'alléger un peu la douloureuse, si je me permets, pour cette tranche d'âge. Mais on parle bien de uniquement maximum 50% des gens qui pourraient bénéficier de quelque chose. Et puis, on a seulement 1,5% des personnes de 50 ans et plus qui seront totalement compensées pour la perte qui sera engendrée par justement cette baisse du taux de conversion. 1,5% sur les 100% de personnes de 50 ans et plus. Donc la majorité des personnes de la classe moyenne, et ce sont que les personnes qui ont 1000 francs de rente environ, qui se verront totalement couvertes. Donc les personnes de 50 ans et plus qui aujourd'hui font partie de la classe moyenne, eh bien, verront leur rente péjorée, ça il faut le dire. Et donc oui, c'est un projet d'assainissement de caisses de pension qui n'ont pas besoin d'être assainies aujourd'hui et qui finalement visent à faire des économies mais qui ne visent pas du tout à améliorer le sort des laissés pour compte aujourd'hui du système de retraite. Et je pense principalement aux personnes qui n'ont pas assez de cotisations, qui n'ont pas assez d'emplois rémunérés parce qu'ils se sont occupés de la société et qu'ils ont fait ils se sont engagés pour des choses qui sont absolument essentielles à notre société. Et les femmes sont au cœur de cette problématique. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ces personnes-là sont en majorité des femmes. Actuellement, revenons, on a parlé beaucoup de chiffres, on est un petit peu dans les détails, mais je pense qu'il faut qu'on regarde aussi la situation générale telle qu'elle est aujourd'hui. Dans les personnes à la retraite, on a un écart de rente de 33% entre les hommes et les femmes. Un tiers de différence entre les retraites des hommes et des femmes. Quand on regarde seulement la LPP, on a un écart de rente de 46%. C'est énorme. C'est énorme. Mais ce qui n'est pas normal aussi, c'est que les femmes sont à temps partiel. L'essentiel du temps partiel est aujourd'hui pour les femmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire justement que ça doit être, que les femmes devraient se mettre au travail à 100%? Les femmes font plus de temps partiel. Vous avez raison, il y a un écart, comme il y a aussi une différence salariale qui est absolument scandaleuse. Mais l'écart dont vous parlez et vous faites référence, c'est justement parce que les femmes ne peuvent pas cotiser. Ça, c'est le premier point. Ou alors qu'elles sont à temps partiel et qu'elles cotisent moins que les hommes. Et pourquoi elles ne peuvent pas cotiser et puis elles sont à temps partiel? Pardon. Donc, l'écart dont vous parlez, il est juste, mais ce n'est pas parce qu'on ne change rien ou si on ne fait pas cette réforme, vous n'allez rien changer au système. Alors que nous, avec cette solution, nous allons permettre aux femmes de cumuler leurs différents emplois si elles ont, de pouvoir cotiser si elles ont des bas salaires. Et je vous rappelle que lors des discussions que nous avons en commission, bon, vous n'y étiez pas, mais nous avons essayé de demander qu'on puisse participer déjà à 14 000 francs. Moi, je voulais que les femmes puissent participer et cotiser le plus rapidement possible, parce que je pense qu'une femme qui peut cotiser vite, elle veut assurer, je dirais, sa retraite. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle ne peut pas assurer sa retraite. Et c'est ça le plus dangereux, c'est que les femmes, aujourd'hui, je veux dire, si elles se retrouvent à l'âge de la retraite, elles ont peut-être pas assez pour vivre avec la vieillesse, ça on est tous d'accord, et puis elles n'ont pas cotisé, donc elles n'ont pas le deuxième pilier. Mais je crois que ce qu'il faut quand même rappeler dans tout ce débat, et on oublie de le dire peut-être en préambule, mais on aurait dû, on sait très bien que la gauche, ce qu'elle veut, c'est démanteler ce deuxième pilier. Elle voudrait que tout le monde puisse... Non, c'est pas faux, c'est écrit dans des programmes. Elle voudrait que finalement que le deuxième pilier soit pour tout le monde, alors que ça ne joue pas, vu que nous cotisons de notre propre salaire. Et c'est là le problème. Pour moi, c'est de s'assurer qu'aujourd'hui, on maintienne ces trois piliers. Et ça, c'est la priorité absolue pour le système de retraite de la Suisse. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure, justement, Benjamin Reduit, que pour les assurances primes maladie? C'est-à-dire que Nicolas Walder citait justement les caisses de pension. Effectivement, l'USS nous sort des chiffres hallucinants. L'industrie financière a gagné 67,6 milliards de francs sur les avoirs des caisses de pension l'année passée. Il y a des problèmes, les frais administratifs, les frais de gestion qui sont épinglés. Est-ce que là, c'est pas un petit peu l'angle mort? On s'attaque justement à tout un chacun, aux citoyens, plutôt que d'aller voir ce qui se passe dans ces caisses de pension, comme pour les assurances maladie, et de se dire finalement peut-être qu'on a un système trop privatisé. Alors écoutez, il n'y a pas de miracle. La population vieillit, puis on doit financer nos retraites. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure, vous confiez votre argent à une institution et vous touchez 30 ans, 40 ans plus tard, le triple, voire le quadruple. Non.
Et puis, vous pensez que cela n'a pas un coût. Lorsque une caisse de pension prend des risques pour vous, pour votre argent, et vous exigez qu'il le fasse, hein, à la bourse, dans des placements même à l'étranger, etc., vous êtes tout heureux de voir ce résultat à la fin. Et quel est le coût de cette gestion? C'est 0,5%. Alors, s'il vous plaît, prenez aujourd'hui votre avoir, si vous en avez un, vous allez vers une banque, vous allez vers un professionnel, puis vous lui dites, vous me placez à ce rendement-là mon argent, et vous verrez quelle commission il demande. Non, je crois qu'il faut être sérieux pour la gestion de 2300 milliards, hein, c'est à peu près la masse qui est gérée par les caisses de pension, des frais de gestion de 0,5, c'est bas. Ils peuvent faire encore mieux. D'ailleurs, on met la pression, le Parlement, en termes de transparence, en termes d'efficience. Mais je crois qu'il ne faut pas demander la Lune. Il faut être, à un moment donné, absolument cohérent. Mais on ne demande pas la Lune. On demande que toutes les personnes qui sont à la retraite, elles puissent vivre de façon digne. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous aussi. Parce qu'on a une femme sur 5 actuellement à la retraite qui vit dans la pauvreté. Et c'est une réalité. Et cette réforme ici, LPP 21, elle ne va pas changer ça. Parce que vous l'avez dit justement, il y a 9 caisses de pension actuellement sur 10 qui offrent déjà des solutions pour les personnes à temps partiel. Pourtant, ça n'a pas changé l'écart de rente. Pourquoi? Parce que cet écart de rente, il est ancré justement dans une répartition inégale du travail de soins ou des tâches éducatives, etc. Et que la réforme actuelle, LPP 21, ne compense pas, ne reconnaît pas ce travail du care-là. Alors moi, je trouve sympa que vous dites, oui, il faudrait que plus de femmes travaillent, plus pour qu'elles puissent cotiser, etc. Mais pourquoi? En fait, il y a un choix actuellement de moins travailler, de faire du temps partiel, qui est aussi un non-choix. C'est parce qu'il n'y a pas assez de places en crèche, parce que les places en crèche coûtent cher, parce que être un homme aujourd'hui, ça rapporte beaucoup plus d'argent qu'être une femme. On a encore des différences salariales à 18%. Et du coup, c'est un calcul, OK, s'il y a une personne qui doit travailler, ou bien si on doit travailler à une personne et demie, du coup, c'est les hommes qui vont faire des 100%, parce que c'est un calcul qui marche mieux. Parce qu'on est dans un pays conservateur où la mère est mieux au foyer. Là, j'aimerais quand même répliquer. Attendez, l'un après l'autre. Alors, juste Benjamin Rotu, puis après Nicolas Valder. J'aimerais simplement répliquer. Non, mais là, vous ignorez complètement les changements de mode de travail. Et ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les jeunes. Combien de jeunes, aujourd'hui, veulent travailler à 100% avec un seul job? On est plutôt dans une logique de plusieurs petits jobs. Et puis, alors, à ces gens-là, vous leur dites... Mais non, pas de souci, vous n'avez pas besoin de cotiser. Et puis on trouvera des solutions dans 40 ans. Et c'est ça qu'on refuse. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. C'est ça qu'on refuse, c'est-à-dire dans 40 ans, on veut que ces gens, avec leur choix de vie, puissent avoir une retraite décente. Je ne veux pas qu'ils soient à côté du chemin. Mais Nicolas Valder, justement, parce qu'il n'y a pas que les femmes, mais tout le monde aujourd'hui aimerait des temps partiels. C'est la tendance générale. Et ce n'est pas encore appliqué, mais disons que c'est la tendance. Et d'ailleurs, chez les quarantenaires, les quinquas, etc. Est-ce que justement, une réforme qui permet à ces temps partiels d'être mieux assurés, ce n'est pas une bonne chose? Bien sûr, cette mesure de la réforme, d'ailleurs, n'est pas contestée. Et personnellement, je la soutiens pleinement. Mais cette réforme devait être équilibrée. Aujourd'hui, la droite obtient une baisse des rentes et puis une augmentation du nombre de cotisants, y compris les bas salaires. Donc c'est exactement ce qu'ils voulaient pour faire plaisir aux milieux financiers et aux fonds d'investissement. Nous retrouvons avec la principale demande des Verts et des socialistes et des femmes, c'était que justement il y ait plus de solidarité dans les rentes et qu'il y ait un fonds de solidarité. C'est ce qu'a proposé le Conseil fédéral. Cela a été sorti du projet par la droite au Parlement et aujourd'hui on nous propose un projet qui est déséquilibré et nous savons pertinemment que si ce projet passe, la LPP ne sera plus touchée, le fonds de solidarité n'existera plus et les personnes qui passent hors filet des retraites dignes, eh bien, il n'y aura plus de révision parce que la droite, qui est majoritaire, et on est dans un pays à majorité conservatrice, ne voudra pas réouvrir ce dossier. C'est pour cela que nous disons il faut dire non à cette réforme, pas à cet élément-là de la réforme, mais il faut dire non à la baisse des rentes aujourd'hui, il faut dire non à la baisse du taux de conversion, pour que la droite soit obligée, contrainte, dans les années à venir, de remettre le travail sur le métier, parce qu'autrement, il n'y aura plus de discussion. Et aujourd'hui, les femmes à qui on a promis, lors d'AVS 21, à qui on a promis d'améliorer leur situation au niveau de la LPP, se retrouveront 2 fois victimes
finalement de promesses non tenues. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc moi, j'invite vraiment la population à refuser la LPP pour que nous puissions retravailler sur quelque chose de plus équilibré. Promesses non tenues, Céline Amodru, sur AVS 21. Déjà, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Non, mais vous dites, la droite a tout gagné, elle se réjouit d'avoir baissé le taux de conversion. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une volonté de la droite de se dire, chouette, on va baisser le taux de conversion? Non, juste qu'on ne vit pas au pays des bisounours, on est aussi très réel et on voit ce qui se passe. La prolongation de la durée de la vie, ça, le prolongement plutôt, là, ça c'est une réalité auquel vous ne pouvez pas contester, que vous ne pouvez pas contester. Donc il va bien falloir payer les rentes plus longtemps. Et donc vous ne pouvez pas considérer que l'argent va durer ad aeternam. Les caisses de pension elles-mêmes ont dit que c'était déjà compris dans leurs prévisions. Donc vous venez avec parce qu'il y a des financements croisés aujourd'hui et c'est un vrai pension. problème parce que peut-être que vous appréciez le financement croisé, mais normalement le concept de la LPP c'est de dire que vous cotisez pour vous et c'est pas l'argent de monsieur A qui va payer la retraite de monsieur B. Aujourd'hui, on a ce problème et on peut aller au-devant de graves problèmes. Maintenant, on est dans une situation où il y a une perte de confiance manifeste de la population face aux chiffres. D'ailleurs, tout le début de ce débat était que fait de chiffres. Et chacun peut faire l'interprétation qu'elle veut des chiffres. Moi, je pars sur des choses qui sont très simples. C'est qu'aujourd'hui, je pense à la femme qui est chez elle, qui aimerait pouvoir retrouver un emploi, qui aimerait peut-être pouvoir cumuler ses emplois et qui aimerait pouvoir cotiser parce qu'elle a sa dignité et qu'elle aimerait pouvoir trouver un tout petit peu d'indépendance. Et aujourd'hui, la LPP actuelle ne le permet pas. Et pour moi, c'est une avancée très importante pour la femme, à savoir qu'elle va pouvoir cotiser plus vite et si elle a plusieurs, excusez-moi, j'ai du mal à exprimer, plusieurs emplois, elle va pouvoir les cumuler. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, je me répète, mais c'est important, parce qu'il faut arrêter de donner des chiffres pour essayer de noyer la population, c'est de savoir, une personne qui a un certain âge, est-ce qu'on va pouvoir lui garantir un emploi? Et aujourd'hui, moi qui travaille, combien de fois j'entends des employeurs qui disent « Ah, je préfère employer une personne qui a en dessous de 50 ans, elle me coûtera moins cher. » Et ça, c'est absolument un problème de la société. C'est un vrai problème de société. Sûr, nous l'avons toujours dénoncé. Oui, je sais, vous avez tout fait. Mais nous aussi, on le fait. Et aujourd'hui, de dire que les personnes qui ont 45 ans ou 65 ans, il y aura le même taux, on redonne de l'espoir et une possibilité aux personnes qui ont plus de 50 ans. Et ça, c'est très important. Alors, on est d'accord, la droite, qu'on aurait voulu garder ce taux à 6,8. Mais on sait que c'est impossible. Mais vous auriez pu soutenir le projet du Conseil fédéral tel qu'il avait été présenté, qui était un consensus social et qui aurait recueilli une large majorité au sein de la population. Peut-être. Vous reconnaîtrez quand même que lorsque nous sommes parlementaires, nous sommes aussi élus pour faire notre travail. Et lorsque vous arrivez avec un projet qui a été ficelé en 2 acteurs, sans prendre la peine, sinon le Parlement ne sert plus à rien. Porté par un gouvernement de conservateurs qui émane de vos rangs. Donc, mais ça, c'est une très bonne question, justement, parce que manifestement, en tout cas dans le dernier sondage, la population est pratiquement à 60% opposée, y compris dans votre électorat, y compris dans l'électorat de droite, opposée à cette réforme. Est-ce que vous êtes encore en phase, ou vos lignes très très libérales sont plus en phase avec vos électorats? D'abord, Céline Amodru, puis M. Rodu. Bon. Pour ma part, je sépare vraiment les choses lorsqu'on a vu ABS, parce que pour ma part, j'étais pour la 13e rente. Moi, je me bats pour le pouvoir d'achat de la population. Comme beaucoup de monde, chacun a ses méthodes. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on nous explique, c'est que le pouvoir d'achat des gens vont diminuer, ceux qui travaillent. Mais il faut aussi penser à son futur, à lorsque nous sommes retraités. Et donc, je ne pense pas qu'on soit complètement déphasé. Je pense qu'on doit prendre des réalités et qu'on doit voir les choses dans leur globalité. Aujourd'hui, si on pense tous à soi personnellement, et c'est souvent pour ça que comment les gens votent, c'est se dire mon taux de conversion va passer de 6,8 à 6, le premier réflexe, il est évident de dire non, je ne vais pas soutenir cette réforme. Ça, c'est clair, il ne faut pas se cacher. Donc le travail est très dur de convaincre les gens. Mais je pense qu'il faut quand même voir cette réforme dans sa globalité, comme je l'ai dit, et penser aux gens qui ont plus de 50 ans, penser
au temps partiel et au bas revenu. Et ça, c'est pour moi une avancée. Est-ce que cette réforme est parfaite? Aucune réforme n'est pas forte. C'est des consensus qui se font. La gauche prétend qu'il n'y a pas assez d'efforts. Je l'entends. Mais on sait que la gauche, dès que ça ne va pas 100% dans son sens, elle lance des référendums. On peut le voir aussi avec les axes autoroutiers qu'on va voir prochainement. Nous faisons des efforts aussi avec la voie ferroviaire. Eux, ils n'en font pas. Mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer la politique en Suisse. On a toujours travaillé sur des consensus. Et aujourd'hui, c'est un compromis. On l'a dit, il y a des défauts, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, et c'est cela qu'il faut s'y retenir. Benjamin. Oui, alors, moi j'aimerais simplement dire, peut-être pour une fois, que le centre droit arrive avec un projet positif, qui est meilleur que le statu quo. Pour nous, le statu quo n'est pas une option, parce que là, on propose des avantages. Et ces avantages, eh bien, découlent d'un effort important de qui? De l'économie des patrons. Regardez qui va financer par des cotisations salariales plus élevées, eh bien, ce deuxième pilier pour les temps partiels, pour tous les cas qui ont été précisés, c'est principalement les patrons. Qui va corriger le tir au sujet de ces travailleurs âgés, où actuellement on est à 18% de cotisation, mais depuis 40 ans, ce sera 14%. Ce sont à nouveau les patrons, ça a un chiffre, c'est 200 millions par année. Alors, si la population n'en veut pas, estimant qu'il n'y a que la gauche qui a des projets de société, ok, mais en tant que membre du centre aussi, j'aimerais peut-être rappeler une certaine chose. Lors de la votation sur l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, nous avons fait une promesse. On a dit il y a un deuxième volet, c'est le deuxième pilier. On arrive avec ce projet, si on n'en veut pas, bon, ben voilà, on ne pourra pas... reproche qu'il ne soit pas assez efficace. Néanmoins, ça sort quand même des cuisines de vos exécutifs, hein. Des cuisines socialistes, Mathilde Mottet quand même, Alain Berset très longtemps à la manœuvre, aujourd'hui Elisabeth Baumschneider, c'est Stéphane Rossini qui dirige l'Office des assurances sociales. Finalement, vous êtes responsable aussi de ça, non ? Non, parce que quand on est au sein d'un gouvernement à majorité bourgeoise, à majorité de droite, on fait avec les majorités qui sont là. Et je ne pense pas que si ça avait été un gouvernement seulement socialiste, qu'on serait en train de discuter de ça. Parce que je pense qu'on serait quand même avec une situation qui est bien meilleure. Ça ne sert à rien d'avoir des élus de gauche, si c'est pour que... C'est un autre débat, c'est vraiment un autre débat. Mais je pense qu'on est... moi, je vois un peu quand même une espèce d'hypocrisie parce qu'on ne parle pas de la baisse des rentes. Et je ne comprends pas... c'est des chiffres qui existent aussi, que dans les 20 dernières années, les rentes ont diminué. Le nombre... ce que tu reçois d'une rente LPP a diminué. La garantie de prestation a diminué ces derniers temps, ces dernières années. Et ça, c'est une réalité pour tout le monde. C'était aussi une réalité encore plus forte avec l'inflation, qui a repris de la vigueur quand même malgré tout dans notre pays et qui n'est pas compensée. Mais moi, j'aimerais quand même revenir, vous parler d'un projet de consensus. Ce n'est pas la gauche qui est fâchée. Le projet de consensus, c'est celui que le Conseil fédéral a posé sur la table. Et je ne suis pas là pour défendre le Conseil fédéral, nous n'en faisons pas partie, encore pour l'instant. Et donc, je peux me permettre de le critiquer. Vous êtes le seul qui a les mains propres. Mais le Conseil fédéral est venu avec une proposition qui était équilibrée, qui était le fruit d'un consensus et d'une négociation patron-syndicat. La droite, au Parlement, a démantelé ce consensus pour finalement mettre beaucoup plus d'avantages du côté des revendications entre guillemets patronales et des revendications de leur rang. C'est leur droit, c'est leur choix, ils sont majoritaires, mais il ne faut pas dire à la population que ce qu'il leur est proposé est le fruit d'un consensus. C'est faux. C'est le fruit de la majorité parlementaire de droite. Et c'est ça qui est proposé. Et pour nous, c'est un projet déséquilibré. Il y a une ou deux bonnes choses dedans, mais il y a beaucoup de choses négatives. Et nous savons d'expérience que si on l'accepte aujourd'hui, il n'y aura plus de réforme LPP avant très longtemps, parce que la droite sera satisfaite avec le résultat. Et ce qu'on veut est aussi très précis. On sait ce qu'on veut et ce qui passerait auprès de la population. On a la nécessité de reconnaître enfin le travail du CARE au sein du deuxième pilier, d'avoir des bonifications pour tâches éducatives, comme ça se fait déjà au sein de l'AVS. On veut du splitting, on veut qu'on ait une reconnaissance, on veut qu'on renchérisse, on ait du renchérissement, ça veut dire qu'on adapte aussi au coût de la vie le capital vieillesse qu'on a au sein du deuxième pilier, et on veut garder aussi cette déduction de coordination telle qu'elle est proposée dans cette réforme. Et ça, c'est quelque chose, on pense, qui peut passer auprès de la population, parce que c'est un projet de réforme du deuxième pilier qui peut améliorer réellement la situation des femmes, la situation des personnes aux bas revenus, et ainsi assurer une vie digne à la retraite pour toutes et tous. Mais
Je reste sur le côté politique, hein, Céline Amoudru. C'est vrai que là, vous laissez le champ libre depuis des mois et des mois à la gauche pour toutes les questions qui préoccupent aujourd'hui la population. L'UDC proche du peuple, ça n'existe plus. Bon, j'ai souvent dit que je trouvais la droite assez faible dans les aspects de la santé, les propositions avec lesquelles nous arrivons, et que de ce fait, aujourd'hui, on a un peu de retard. Et j'ai quand même l'impression que cette réforme permettait d'apporter des améliorations. Et où je rejoins mon collègue, c'est de dire qu'aujourd'hui, le statu quo ne va pas. Et je pense que cette réforme est meilleure que le statu quo. Et ça c'est la réalité. Le statu quo ne va pas. Elle ne va rien améliorer. Alors, vous avez l'espoir de dire le Parlement va retravailler, il va se remettre au travail. C'est vrai. Ce qu'il a fait pour AVS 21. On sera obligé de le faire. Mais ça va prendre combien de temps? Combien d'années? 20 ans. Et non, ça a pris 3 ans entre 2020 et puis... Ça ne prendra pas 20 ans. Ça ne prendra peut-être pas 20 ans, mais ça prendra 5-6 ans, ou peut-être 10, parce qu'il suffit après que le projet ne soit pas bien, on aura de nouveau un référendum. Enfin bon, bref. La question, c'est assez d'argent dans les caisses pour supporter de tenir 5 ans. On a la situation actuelle et une proposition qui, à mon sens, peut permettre d'améliorer la situation des bas revenus, on le répète, des cumuls d'emplois, du temps partiel, des personnes qui ont plus de 50 ans. Et ça, c'est une vraie progression. Et surtout, on garantit ainsi le maintien des 3 piliers. Et ça, je dirais que c'est le plus important. Tout Suisse souhaite pouvoir garantir ses premiers, deuxième, et s'il a la chance de constituer un 3e pilier. Et aujourd'hui, je le répète, la volonté de la gauche, c'est de démanteler ce 2e pilier. Et ça, c'est le plus gros danger. Alors, juste parce qu'une question cruciale dans cette votation, et peut-être pour celles qui vont venir aussi, c'est la confiance aujourd'hui. La confiance, justement, dans ce qui nous est annoncé, d'ailleurs de part et d'autre, mais c'est vrai que l'annonce des prévisions bien trop alarmistes de la Confédération, en l'occurrence dirigée par un socialiste, Stéphane Rossini, pour les assurances sociales, l'AVS, qui devait faire un déficit de 4 milliards et en fait pas du tout, ça, aujourd'hui, ça ruine complètement. À qui se fier, Nicolas Walder? Mais c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a un Conseil fédéral qui fait de la politique, qui fait plus de politique d'ailleurs que de gouvernance. Il devrait, le Conseil fédéral, être au-dessus de cela. Qu'un parti politique utilise des informations un peu tronquées, ça peut arriver, on l'a tous peut-être fait, mais que le Conseil fédéral s'appuie sur des chiffres faux, moi, m'interpelle. Et quand on dit que c'est une erreur de calcul, désolé, mais malheureusement, toutes les erreurs de calcul ou les chiffres faux ou fallacieux qui ont été utilisés, comme d'ailleurs Albert Rochety dans la campagne sur les autoroutes, qui utilise des calculs de coûts-bénéfices finalement des heures de bouchon qui sont basés sur des méthodes de calcul qui sont avérées fausses. Et ça a été récemment par la NZZ et on a effectivement le Conseil fédéral qui s'amuse à cela parce qu'il fait de l'idéologie et de la politique au lieu de faire son travail, c'est-à-dire d'informer la population avec des chiffres crédibles. À voir quand même que tous ces chiffres faux vont toujours dans le sens de ce que veut la majorité du Conseil fédéral. Donc ce n'est pas seulement des erreurs, ce sont effectivement, à mon avis, aussi une tendance qui se voit de plus en plus et que je trouve extrêmement préoccupante. Quelle différence mettre entre l'information et la communication? Chaque politique peut utiliser les chiffres à son Il peut utiliser les chiffres qu'il veut, par contre, les chiffres qu'il donne doivent être objectifs. Céline Amoudru, je pense sur Albert Rochety. Je ne vais pas parler maintenant d'Albert Rochety, je vais parler de manière, je pense, un tout petit peu prendre de hauteur. Évidemment que quand on perd une votation, bien évidemment, c'est la logique, c'est la réaction qu'aujourd'hui on voit de la gauche. Mais je pense que ce n'est pas la première fois, que l'administration, au-delà du Conseil fédéral, donne des chiffres qui sont erronés. Vous prenez l'exemple des routes, moi je vais vous prendre l'aspect de l'immigration. Là, on ne peut pas dire que le Conseil fédéral et l'administration ne se sont pas trompés dans les chiffres. Maintenant, on se trouve face à une situation qui est, à mon sens, vraiment problématique. La population doit pouvoir, et là on parle à mon sens de la démocratie directe, et de savoir si la population peut ou pas voter en bonne connaissance de cause. Et pour ma part, je fais partie des gens qui ont gagné cette votation parce que j'étais pour l'augmentation de l'âge de la retraite, parce que je pense que je prône l'égalité, donc on doit être cohérent, on a aussi l'égalité sur les nombres d'années de travail. Je pense qu'il y a un vrai problème. Sauf d'autant
que le résultat était très serré. Et moi, ce qui me dérange, là c'est la justice qui va devoir se prononcer si oui ou non on doit revoter, ce n'est pas notre travail, c'est de s'assurer qu'aujourd'hui la population ne perde pas confiance en ces politiques. Parce qu'on a une démocratie qui est absolument fantastique, on veut la maintenir, et si aujourd'hui, à chaque votation, on va arriver les uns comme les autres à remettre tout en question, ce que vient de faire M. Walder, on ne va plus jamais s'en sortir, on va perdre la confiance de la population. Et on sait qu'aujourd'hui, le taux d'absentéisme est déjà grand, et il ne faudrait pas qu'il s'empire. Donc, à mon sens, aujourd'hui, le Conseil fédéral doit maintenant réagir vite, redonner confiance à la population, et s'il met des chiffres dans sa brochure et qu'il n'en est pas sûr, qu'il mette au conditionnel, mais qu'il ne fasse pas des affirmations. Après, je rejoins M. Walder, le débat où on se battra sur nos chiffres, ça doit être au niveau politique, mais ça ne doit pas être au niveau de l'administration, ni au niveau du pourcentage. Mais vous seriez pour qu'on revote justement sur la BS 21 ? Encore une fois, ce n'est pas de ma compétence de le dire, c'est à mon sens au tribunal, mais pour ma part, je pense que si aujourd'hui on considérait on permettra à la population de se reprononcer. Si on est sûr de nos arguments, oui, je pense qu'il faudrait revoter. Pour dire, OK, mea culpa. Et ça permettrait peut-être de redonner confiance en disant, OK, là, la votation était assez récente, parce que c'est des critères qui doivent être pris en considération par le tribunal. L'écart était très serré. Alors, j'ai entendu des arguments de certains juristes, mais ça, je veux dire, on en a souvent, qui disent, oui, mais c'est déjà en route pour mettre en application et tout ça. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que la population a pu se prononcer avec les bons chiffres et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, non, elle ne l'a pas fait. Et on sait que le critère financier était un critère important. C'est ça aussi qui est à relever pour la population lorsqu'elle a voté. Encore une fois, je fais partie des gagnants, mais je pense que dans ce genre de situation, quand il y a une telle bourde, excusez-moi du propos, on doit pouvoir prendre de recul, prendre la hauteur. Et on reviendra avec nos arguments pourquoi, mais il faut être maintenant objectif. La population a pu voter en n'ayant pas la bonne connaissance des chiffres. On a été trompé, Benjamin Roduit. Écoutez, je suis bien placé pour en parler, puisque comme membre de l'ex-PDC, vous vous rappelez certainement que le tribunal fédéral a cassé la décision populaire concernant la discrimination du mariage. Au final, on a renoncé à demander un nouveau vote. Donc, je crois que l'essentiel ne se trouve pas là. Vous avez parlé de confiance. Je suis le dernier orateur avant le vote final sur le deuxième pilier, à être intervenu au Parlement. Et j'ai dit, c'est un moment historique, mais pas pour nous. Pour nos amis français, parce qu'ils sont dans la rue en raison du régime des retraites. Et à ce moment-là, on a voté, le Parlement, à une forte majorité, le compromis sur lequel on doit voter au mois de septembre. Alors, où se trouve l'essentiel ? Ce n'est pas dans une guerre de chiffres, je suis désolé, mais c'est la population qui vieillit. Comment est-ce qu'on finance nos retraites? Comment est-ce qu'on permet à mon ami qui a été éjecté la semaine passée, il avait 58 ans, parce que la différence entre 18% de cotisation et 7%, ça fait la différence. Comment est-ce que je peux aussi améliorer la condition de ma coiffeuse, chez qui je suis allé hier, et qui me facture 25 francs la coupe? Je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle ne facture pas 30 francs? Et puis qu'on puisse avoir, pour ces personnes, eh bien, une caisse de retraite digne de ce nom. C'est là que se trouve l'essentiel, et pas dans des guerres de chiffres. Mais pourtant, moi aussi, j'aimerais sortir un argument d'autorité. Et puis moi, je discutais avec ma mère ce week-end, ma mère qui a 58 ans, et qui, elle, devra travailler une année de plus, qui est dans ces mesures transitoires-là. Et puis elle m'a dit, en fait, je me demande très honnêtement si ça veut dire que cet argent, si je retrouverais cet argent, si la votation demain devait être annulée, si on devait revoter dessus. Et moi, j'ai pas envie que ma mère doive travailler une année de plus sur la base d'un mensonge. J'ai pas envie que la personne qui m'a maquillée juste avant, elle doive travailler une année de plus sur la base d'un mensonge parce que les chiffres, ils étaient pas vrais. Et c'est ce qui sort aussi des analyses à la fin du vote du 22 septembre 2022. C'est l'argument des finances de l'AVS a été ce qui a le plus touché, le plus tiré les gens vers le oui à cette réforme.
Et on est à 32 000 voix de différence, c'est minime. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut que la population ait le droit de rétablir, de s'exprimer en toute connaissance de cause. Et sinon, je pense qu'il y a un souci au niveau de la confiance, au niveau de la démocratie. Et finalement, si le vote, il sort, si dans 3 à 4 ans, on revote, et puis que la population dit, en fait, on confirme le vote qu'on avait décidé et on confirme l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, très bien, c'est le jeu. On aura mal fait notre travail. On aurait dû faire mieux campagne. Très bien. Sauf qu'il doit avoir cette possibilité-là parce que 4 milliards de francs, c'est pas rien. 4 milliards de francs, c'est plus que les économies prévues par l'augmentation de l'âge de la retraite et par l'augmentation de la TVA en une année. 4 milliards de francs, c'est énorme. Et augmenter l'âge de la retraite de une année pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont déjà travaillé 40 ans, 45 ans, et leur dire maintenant, à 64 ans, toi, tu dois travailler encore une année de plus. Eh bien, ça, c'est malhonnête. Et c'est pour ça, je pense qu'on doit revoter sur AVS 21. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de gouvernance plus globale, de confiance dans nos gouvernants, et notamment de ce qu'ils font de nos décisions populaires, parce que quand on voit, on a voté il n'y a pas longtemps sur la 13e rente, et que le Conseil fédéral revient avec une proposition de hausse de la TVA, d'ailleurs qui fait l'unanimité contre elle, droite-gauche à peu près, et là, de se dire, voilà, finalement, nous, on demande plus d'argent et puis on va nous prendre dans l'autre poche pour combler ce trou-là. Est-ce que, Nicolas Walder, il y a un moment donné où le Conseil fédéral, quand même, se moque pas un peu des décisions populaires ? Est-ce qu'il s'en moque ? Je ne sais pas, mais je trouve assez choquant que lui-même vienne, que le Parlement le propose, pourquoi pas, mais que le Conseil fédéral propose l'augmentation de la TVA alors que le peuple s'était prononcé en 2017 spécifiquement contre l'augmentation de la TVA pour financer l'AVS. Je trouve choquant aussi qu'en même temps, la communication du Conseil fédéral soit axée sur la TVA pour financer et qu'il ne parle pas finalement, en tout cas pas très fortement, de la contribution de la Confédération qui baissera de plusieurs centaines de millions pour le financement de l'AVS. Ils veulent donc baisser le taux de contribution de la Confédération. La contribution de la Confédération, c'est simplement un moyen beaucoup plus social encore de financer l'AVS à travers les impôts. Et c'est évidemment ça qui va baisser pour être remplacé. Alors que le peuple aussi a voté pour augmenter cette contribution en 2019. Et on remplacera ça finalement par la TVA, qui est l'impôt le moins social qui existe aujourd'hui et qui va péjorer de nouveau les petits salaires, les personnes avec peu de revenus. C'est totalement incompréhensible. Quelle est la politique sociale du Conseil fédéral? Et que vise-t-il? Parce que si c'est vraiment d'aider les personnes qui aujourd'hui ont de la peine à finir le mois, on n'augmente pas la TVA. En même temps, on lutte contre l'inflation de tous les côtés, on se réjouit que l'inflation soit basse en Suisse et on va aller augmenter la TVA pour couvrir, pour faire baisser les contributions de la Confédération, donc améliorer les finances de la Confédération. Mais est-ce que vraiment faire plaisir à Mme Keller-Souter doit être la priorité aujourd'hui du gouvernement? Je ne crois pas. Mais moi, ce qui me dérange dans la proposition du Conseil fédéral, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il est déconnecté de la réalité. Si la population a dit oui à cette 13e rente, c'est parce que justement, elle avait comme objectif d'avoir plus de pouvoir d'achat à la fin de l'année, peut-être à la fin de chaque mois. Et là, ils viennent avec une proposition qui touche tout le monde, l'augmentation de la TVA, donc ils anéantissent totalement ce à quoi la population a voté justement pour plus de pouvoir d'achat. Donc pour moi, ça ne va absolument pas. Et là, effectivement, je pense qu'il est un tout petit peu déconnecté de la réalité. Ce qui me pose aussi problème, c'est qu'il y a un manque de courage dans cette décision. Eux, ils considèrent qu'ils vont pouvoir assurer cela sur le long terme, mais maintenant, la TVA, c'est devenu le nouveau recours du Conseil fédéral. À chaque votation, ils disent « Ah bon, on va augmenter la TVA ». Ah, bah tiens, on va augmenter la TVA. Mais à la fin, en augmentant sur tous les projets de la TVA, eh bien, le pouvoir d'achat de la population va diminuer jour après jour. Il doit avoir le courage de prendre des décisions politiques, de dire, OK, là, on va moins investir, là, on va plus investir, et effectivement, soutenir sa population qui a cotisé toute sa vie. Pour moi, c'est une priorité que le Conseil fédéral doit avoir, et il doit donc, de ce fait, pas réduire son pouvoir d'achat en augmentant sa TVA. En même temps, il mène une politique justement d'assainissement de ses finances. Et sur la TVA, on va voter, puisque chaque fois qu'on doit changer le taux de TVA, le peuple va se prononcer. Donc c'est finalement très démocratique, Benjamin Rode. Voilà, pour nous, c'est très clair. Dans le financement de cette 13e rente AVS qui a surpris tout le monde, peut-être sauf les initiateurs, mais qui n'avaient pas pensé au financement,
nous étions clairement opposés à l'augmentation de la TVA, à l'augmentation des cotisations salariales, ce qui serait pire encore. Et puis, nous avions proposé prendre sur les réserves la taxe sur les transactions boursières, je sais que ça ne plaît pas aux Genevois, et puis les économies du point de vue de la Confédération. Or, nous n'avons pas été entendus. On va continuer de faire pression pour aller dans cette direction. Mais ça pose un autre problème beaucoup plus large. Vous l'avez entendu tout à l'heure de la part de Mme Mottet. Quelles sont les revendications dans le domaine de la prévoyance professionnelle? Oui, cette liste presque, je dirais, de Noël, il faut pouvoir la financer. Et bien souvent, lorsqu'une initiative passe, c'est que le peuple nous donne un signal très fort, mais on doit réfléchir immédiatement à la mise en œuvre. Et ce n'est pas toujours le cas de la part des initiants. Mais est-ce que c'est seulement un vœu de Noël d'améliorer la situation des femmes à la retraite? Alors, il nous reste très très peu de temps, donc un argument chacun pour convaincre les spectateurs de voter ou de ne pas voter sur cette réforme de la LPP. Et Mathilde Mottet, puisque vous avez la parole. Oui, la réforme de la LPP, il faut qu'on regarde des deux côtés, les deux mesures qu'elle comprend. D'un côté, on a une hausse des cotisations, on a plus de personnes qui sont assurées, mais ça veut dire aussi plus de personnes qui doivent payer plus, et ça a un impact direct sur la vie de tous les jours, sur le pouvoir d'achat. De l'autre côté, on a une baisse des rentes, ça veut dire moins d'argent dans le porte-monnaie pour toutes les personnes qui sont retraitées. Et quand on regarde l'ensemble, la big picture de cette situation, ça veut dire qu'on a en gros des personnes, la majorité des personnes qui perdent. Et c'est faux de regarder seulement l'amélioration de la couverture d'une partie des personnes, parce que oui, ça c'est une bonne chose, mais compenser négativement par justement une baisse des rentes, on est dans une situation négative. Et je ne pense pas que ce soit seulement un vœu de Noël de vouloir, honnêtement, que tout le monde à la retraite puisse vivre une vie bien et qu'on réduise la pauvreté, qui est actuellement de 1 femme sur 5 à la retraite, qu'on réduise l'écart des rentes, qui est de 33% entre les hommes et les femmes à la retraite, parce que dans ce cas, on a un petit peu un problème quand on fait de la politique, et il faut se poser la question de pour qui on fait de la politique. Moi, je fais de la population pour les 99%, et puis c'est pour ça que je défends le non à la LPP. Nicolas Walder. Voilà, donc moi, je rejoins ce qui a été dit, je rebondis sur les propos de ma collègue Amodru. Oui, moi, je travaille aussi pour le pouvoir d'achat de la population. Je souhaite que la population ait un bon pouvoir d'achat. Je ne souhaite pas qu'ils perdent en pouvoir d'achat. Cette réforme va amener une perte. Non seulement les cotisations seront plus élevées, mais les rentes seront plus faibles. Et puis, ça ne répond pas aux besoins de couvrir l'entier de la population et d'assurer des retraites dignes à toutes les personnes qui se sont engagées pour notre société, et en particulier les femmes qui, par leur dévouement au niveau de la société, font que cette société elle est aujourd'hui équilibrée et elle est un minimum social. Donc je souhaite qu'on remette l'ouvrage sur le métier, et donc que la population refuse cette mauvaise proposition de réforme. Et dans le camp des pour, Céline Amodru? Alors, je pense que l'argument le plus important, c'est de pouvoir préserver et conserver nos 3 piliers. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, il est important de se dire qu'on va permettre aux bas salaires, au temps partiel, de pouvoir cotiser ce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui faire. Et permettre aux personnes d'un certain âge de pouvoir peut-être plus facilement retrouver du travail, parce que le taux passera de 18% à 14%. Et ça, je pense que c'est une avancée. Le statu quo n'aide pas. Maintenant, j'aimerais juste dire un dernier mot pour conclure. Je fais très rapidement. Est-ce que la situation de la femme est bonne en Suisse? Elle n'est pas assez bonne. Il y a des différences salariales. Il y a énormément de choses à faire encore pour la femme. Je vais me battre, mais ce n'est pas en refusant cette LPP qu'on va favoriser les femmes. Benjamin Rodier. Nous améliorerons la situation d'une bonne partie des femmes, des jeunes et des travailleurs âgés avec cette réforme. C'est un plus, c'est positif, c'est nettement meilleur que le statu quo, alors prenons nos responsabilités. Et prenons-les, nous, en allant voter, donc pour le 22 septembre prochain. Ça sera la conclusion de ce débat. Merci beaucoup Nicolas Walder, Mathilde Mottet, Céline Amodru et Benjamin Rodier. Merci à vous de votre confiance. Le point sur les retraites, le problème de gouvernance dans notre belle Helvétie, c'est terminé. Le point, évidemment, est à retrouver en tout temps sur nos applications replay sur YouTube et sur le site de L'Aimant Bleu, l'aimentbleu.ch. Donc nous, on se retrouve mercredi prochain avec un débat sur notre jeunesse. Sommes-nous en train de créer une génération de désaxés? La question est provoque, mais pas que. Et donc, on y répond mercredi prochain. En attendant, très bonne soirée et belle semaine à vous toutes et tous.